I know how it feel to wake up fucked up. Pockets broke as hell, another rock to sell. People look at you like you's the user, selling drugs to all the losers, man. Nico qui veut pas mettre de casque. Ça parle de vrais trucs de professionnels. Trop abîmé, Retour, pam. Les gars, j'espère qu'on n'aura pas trop mal aux lombaires parce qu'on est un petit peu trop penché là pour éviter que le son soit correct. Bah déjà, bienvenue sur le... C'est laquelle caméra qui me... C'est celle-là? Attends, bienvenue sur le AB Show. AB Show, AB. Ça tourne là, je fais une petite intro rapidement parce que je pars toujours les pieds dans le plat direct. Et faire un petit coucou aux auditeurs. Bonjour à tous, bienvenue sur le nouvel épisode du AB Show avec des invités de marque. Taylor Lapulus, qu'on ne présente plus, l'homme qu'on entend tous les samedis dans nos oreilles, l'homme qui performe sur la cage et devant les micros. Comment ça va? Bah écoute, ça va, j'ai eu peur que tu me présentes tel un consultant. Je me suis dit, j'étais à la retraite, j'ai peut-être oublié. Mais, jamais. Mais écoute, non, ça va, ça se passe bien. Actuellement en préparation. Donc voilà. On va y revenir de suite. Monsieur Smartfight et Nicolas Haute, préparateur physique, nutritionniste, hit coach. L'homme à la multiple casquette. Comment tu vas, mon gars? Ça va très très bien. Très content d'être là, en présence de Taylor, en présence d'AB. Est-ce qu'on dit toujours le AB Show quand il n'y a pas Mika? Est-ce qu'on dit pas AB Show? Mika and AB Show. Voilà, Mika and AB Show. 3 caméras, 3 micros. On est sur un setup de haut de gamme. Voilà, on est là, on est bien. On essaye de glow up petit à petit. Tu te rappelles l'époque avec une seule caméra? Une seule carte SD aussi. Les gars, en tout cas, plaisir d'être avec vous. On va revenir sur vos actualités. On va revenir sur l'actualité du MMA mondial. J'ai préparé quelques petits sujets un peu croustillants qui me tiennent à cœur. Taylor, tu me disais que tu étais en préparation là à l'instant. Ouais. On a vu que tu as affronté Stedman. Cody Stedman. Tu sais, à l'époque, moi, je l'avais vu contre Tom Duquesnoy. Bon, je pense qu'on l'a tous connu à ce moment-là, au moment où il a affronté Tom Duquesnoy. Et c'est un peu un profil dans la forme, comme celui que tu as affronté dernièrement. Ouais. Dans le sens où c'est un lutteur. Ouais, alors moi, je le qualifierais pas comme un lutteur. Ouais. C'est-à-dire qu'il boxe quand même. Il joue beaucoup sur les changements de garde, un petit peu comme c'est la mode en ce moment aux US, pour essayer de créer des angles de frappe un peu différents. Après, il a un petit passif de boxe quand même. Donc on voit, après, c'est un style de boxe assez qu'on connaît, quoi. C'est-à-dire beaucoup de crochets, un jeu assez court, pas trop mal dans la courte distance. Donc voilà, mais c'est pas juste un lutteur. Donc il n'y a pas juste essayé de m'emmener au sol. Je pense que d'un profil comme ça, s'il a vu mes derniers combats, il va essayer d'être dans la boîte avec moi pour boxer, passer un peu mon allonge et m'amener au sol quand il en a l'occasion. Tu vois. Et donc là, le training camp, il a commencé ou pas encore? Ouais, il a commencé, ça y est. C'est le 8 juin, c'est ça? Ouais, on aura peut-être une autre personne sur la carte. Là, il n'y a que Nicolas qui pourra nous confirmer les rumeurs ou pas. Je peux absolument rien confirmer. Okay. Pas demander à l'UFC, mais... c'est une rumeur qui tourne des maîtres fumés. Après, il n'y a pas eu la date exacte. Mais il se peut que le 8 juin, on peut voir Nassourdine. Après, la rumeur, elle dit juin, elle ne dit pas forcément le 8 juin. Ouais, j'essaie de... Il y a eu le 22 juin également qui a été cité. Donc la rumeur dit plutôt juin que... Et Nico, toi, qu'est-ce que tu dis sur la rumeur? Non, moi, ce que je dis, c'est que si on combat en juin, on sera très content. Si on combat contre un top 5, on sera encore plus content. Ouais, mais pour le moment, il n'y a pas de négociation ou... Il y a des négociations, mais il n'y a rien de signé. Il n'y a rien de signé, donc tu ne peux pas trop en dire, c'est ça? Non, je peux pas en dire. Et comment il est là, Nassourdine, en ce moment? Vous maintenez le cap? Ouais, là, on était dans une phase avec le Ramadan où tu peux pas forcément faire des gros entraînements de la haute intensité. Donc l'idée, c'est plutôt de conserver les qualités physiques qui ont été acquises. Et puis ensuite, là, on arrive sur la fin du Ramadan, donc... Là, on va augmenter le niveau, on va augmenter l'intensité, on va rentrer dans le training camp comme Taylor l'a fait. Et puis voilà, et puis on va mettre toutes les choses en place pour performer le jour J. Ça coïncide un petit peu. Taylor, il rentre en training camp. Vous rentrez en training camp. En tout cas, ce serait une bonne chose si on vous voit, on voit deux Français sur la carte. On va revenir sur l'actualité, les gars. Il y a un sujet qui me tenait à cœur, c'est ce qui s'est passé ce week-end au championnat d'Europe d'IMAF. Je ne vais pas rentrer en fait sur la globalité du tournoi, mais il y avait les championnats d'Europe et j'ai vu deux Français s'affronter. Taylor, c'est des sparring partenaires à temps, enfin du moins des teammates. Hugo Vidal contre Paul Dena, ils se sont affrontés en demi-finale. Donc de ce que je sais, c'est des amis. Ils ont été en Thaïlande ensemble. Et a priori, ils sont dans la même chambre d'hôtel et ils se sont affrontés en demi-finale. En fait, le fait qu'ils s'affrontent, ce n'est pas le problème, mais c'est la manière dont ça s'est fait. J'aimerais savoir votre avis, mais franchement, moi, j'étais un petit peu abasourdi de voir deux collègues s'affronter, surtout de la manière dont ça s'est fait. Tu sais, à l'époque, j'avais été voir une soirée de kickboxing et il y avait deux gars qui étaient tombés en finale des Contenders pour savoir qui allait être le prochain au titre. Et c'était des gars de l'équipe de Badrari, je crois. Et leur coach, il leur fait un bisou aux deux, il va s'asseoir dans
dans le public, il leur dit vas-y, en gros, faites-vous une belle guerre, mais une belle guerre amicale. Et ça s'est déroulé tranquillement. Il n'y a aucun gars qui a cherché à se finir. Donc ça a fait une décision, il y en a un qui a gagné, et tranquille. Et là, en fait, la manière dont ça s'est déroulé, donc j'aimerais justement avoir votre avis. Je pense que pour moi, c'est inconcevable. Avoir deux gars qui s'affrontent et qui cherchent à se finir, pour moi, c'est inconcevable. Parce que je me dis, après, il y a le retour à l'entraînement. Il y a le discours forcément du head coach de la team. Lorsque vous revenez d'une compétition comme ça, bah forcément, je pense qu'il doit y avoir un retour, il doit y avoir un discours. Et là, qu'est-ce que tu dis à ton gars? Tu sais, genre, faut quand même se préserver. Donc, les gars, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que... Tu peux juste Moi, je vais commencer du coup. Après, on ne sait pas ce qui s'est dit. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que le head coach, là, entre guillemets, Johnny Fraché, on ne sait pas ce qu'il leur a dit. On ne sait pas ce qu'eux également se sont dit. Après, moi j'ai la sensation qu'on est dans un mood un petit peu comme on peut avoir avec, par exemple, l'INSEP. C'est-à-dire qu'ils s'affrontent tous entre eux, ils sont tous en stage entre eux, et à la fin ils se font la guerre, quoi. Tu vois, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Et pourtant, ils s'entraînent. Alors, il y en a même qui commencent à s'analyser dès les phases de stage pour, à la fin, quand les phases de tournoi commencent, ils s'affrontent tous. Donc, je pense qu'on n'est pas habitué à ce format-là. On n'a pas, parce que le MMA, finalement, est un sport assez jeune où on n'a pas ce format. On découvre encore le sport amateur en MMA également. C'est-à-dire que jusque-là, on connaissait la partie pro, mais pas forcément la partie amateur. Et on est d'accord qu'en pro, c'est un peu un truc qu'on peut imaginer. Là, c'est en amateur, donc après, il y a des enjeux qui sont malgré tout différents que ceux que vous pouvez avoir en pro. Donc je pense qu'à partir du moment, en tout cas, où ils ont décidé de s'affronter vraiment, du coup, faut faire le boulot, quoi. Ça fait partie des mauvais côtés, j'ai envie de dire, de la profession. Tu vois, c'était soit ils décidaient de ne pas vraiment s'affronter, et donc, du coup, limite de se faire un combat assez tranquille, comme tu le disais en intro, ou alors s'ils décident de s'affronter, là, voilà, tu prends le risque qu'il y ait un accident comme il y a eu. Je vais revenir sur ce que tu as dit, mais je vais d'abord écouter l'avis de Nico. Moi, je pense qu'il y a 3 éléments. Le premier élément, c'est que déjà, ils sont déjà affrontés avant de devenir amis. Ils sont déjà affrontés 3 fois, il me semble, avant de devenir amis. Donc ça, c'est le premier élément. Ensemble dans le même club. Et quand ils sont ensemble dans le même club et qu'ils décident de devenir amis, ils savent qu'ils peuvent se réaffronter à nouveau. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, le deuxième élément, c'est un peu sa propre carrière versus la nation. Tu vois, tu vas dire, est-ce que je laisse passer parce que c'est la France avant tout, ou est-ce que, non, moi j'ai envie d'être champion d'Europe, et comme j'ai envie d'être champion d'Europe, je vais tout faire pour être champion d'Europe. Et ce qu'on voit, c'est que même dans les pays dans lesquels la nation prime, les pays communistes de manière générale, les mecs s'affrontent. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et puis après, le troisième élément, ce que tu dis, tu vois, un combat technique léger, Paul, il aurait peut-être gagné dans ce combat technique léger. Peut-être que l'arme qui permet à Hugo de gagner, c'est justement d'être plus féroce, plus agressif, de taper plus fort. Et c'est son unique façon de gagner dans un combat. Et donc tu dis, on fait un combat léger, c'est Paul qui gagne. Et tu dis, on fait un vrai combat où on va au bout de nos possibilités chacun, et c'est Hugo qui gagne. Et moi, je trouve que ça n'aurait pas été juste de laisser passer Paul, parce que techniquement, il est meilleur, mais que dans le combat, il n'est pas forcément meilleur. Donc, comme l'a dit Taylor, à partir du moment où on décide de prendre cette décision et de dire on va s'affronter, moi, je pense qu'il faut s'affronter vraiment, parce qu'il n'y a pas de semi-affrontement, ça n'existe pas. Écoute, j'entends ce que vous dites. Après, Taylor, pour rebondir sur ce que tu as dit, tu comparais ça un petit peu à l'INSEP, mais c'est vrai que, après, l'INSEP, forcément, ça englobe la bloc anglaise et tout. Quand c'est des sports de préhension, ça va. Genre le judo, tout ce genre de sport, je pense que ça ne te dérange pas quand tu affrontes ton partenaire. Maintenant, les gars, moi, comme je dis, c'est dans le fond. C'est pas vraiment la forme, mais c'est dans le fond où le capital santé, il est quand même il est en danger. Sur un KO, de la manière dont il tombe, il peut se déchirer un ligament sur le genou. Et en fait, je vais au-delà de ça. Ok, c'est une carrière de MMA, donc faut penser un petit peu à soi, même pas qu'un peu. Mais il ne faut pas oublier que lorsqu'on est des teammates, on doit se monter vers le haut. Et en fait, je pense que ça peut quand même mettre une animosité dans le club. Qu'on le veuille ou non, là, c'est un KO quand même assez brutal. Forcément, il y a les répercussions de la médiatisation qui tourne. Mais bon, après, ça, c'est le jeu. Donc, je pense qu'à un moment donné... Je suis désolé, je te coupe, mais je pense que c'est plus ça le problème, en réalité. C'est-à-dire que s'ils s'affrontaient, qu'il n'y avait pas de caméra, qu'il n'y avait pas d'infos et qu'on ne faisait pas tourner le KO de Paul partout, il n'y aurait pas eu ce problème. C'est-à-dire que du coup, ça reste que sur l'aspect sportif. Et effectivement, c'est mon partenaire d'entraînement. Il était meilleur que moi sur ce tournoi-là. Et on passe à autre chose. Ce qui peut mettre de l'animosité, c'est effectivement tout ce qu'on fait autour. Et là, la preuve, c'est que nous, on est en train d'en parler. Tu vois. Donc, du coup, je pense que c'est vraiment c'est plus
l'aspect réputation sociale qui peut faire qui peut créer des animosités par la suite, vraiment, que le combat en lui-même. Et pas que, les gars. Moi, vraiment, hormis l'aspect médiatique, gros, il lui a mis un sale KO. On est partenaire d'entraînement, on doit se monter vers le haut. T'en reviens pas, toi, du KO. Non, mais franchement, en fait, je pense que le grand endpoint, il n'était pas nécessaire. En plus, Hugo, je le connais là depuis peu, donc je vois que c'est un bon gars. Mais pour moi, en fait, la phase de grand endpoint, elle n'était pas nécessaire. Mais peut-être que l'arbitre J'étais n'arrête assez pas le choqué. combat s'il met pas le grand endpoint. Ouais. Et tu vois même, on en a parlé en off, tu vois même que quand le grand endpoint est fini, l'arbitre arrête, on voit Paul qui est presque en train de négocier. Est-ce que j'étais vraiment sonné? Donc, Hugo, il a fait son taf de dire je vais au bout du truc. Là où c'est compliqué, et je rejoins Taylor là-dessus, c'est que effectivement, ensuite il y a le KO qui tourne. T'as Hugo, bah forcément, il poste le KO sur sa page. Sur un partenaire. Déjà, Je regarde. comprends c'est un que peu ce soit tabou, compliqué. C'est un peu tabou déjà de mettre. Ben, c'est pas un peu tabou, en tout cas, pour ma part. et On je le pense met que pas. Vous le pensez aussi. Déjà, on le met pas et mettre une vidéo d'un sparring à toi déjà, où tu mets par exemple KO, où tu soumets ton partenaire, C'est déjà, très c'est compliqué. chaud. Donc là, mettre. Non, ça se fait pas. Ça se fait Ouais, pas. On est d'accord. Mais normalement, donc, ça se fait pas. Donc du coup, là, on est sur un format combat. On est au championnat d'Europe, IMAF. Ok, c'est quelque chose, mais c'est pas non plus. Je prends l'exemple là au plus haut niveau de Sterling contre Bah, Sterling et Merab. Merab, par exemple. Là, on est sur la ceinture de l'UFC, les gars. C'est ce qui se fait de mieux. Ils s'affrontent pas les deux. On est d'accord. À l'époque, tu avais Gilbert Burns et Kamaru Usman, mais bon, tu avais eu un changement d'équipe pour Kamaru Usman. Donc ok, c'était concevable. Déjà, Ouais, mais ça dépend du point de vue dans lequel on se place. Mmh. C'est-à-dire que d'un côté, on peut se dire c'est moins grave qu'ils s'affrontent en amateur parce que c'est de l'amateur, et d'un autre côté, on peut se dire bah c'est que de l'amateur, donc pourquoi vous affrontez en amateur? C'est vraiment une question de point de vue dans laquelle tu te places. Est-ce que pour toi, l'amateur est important ou pas, tu vois? Donc chacun aura sa façon de penser là-dessus, tu vois? Donc je pense encore une fois que voilà, ils ont fait leur truc, ils ont combattu. Est-ce que si moi j'étais à leur place, j'aurais fait ça? Très sincèrement, je leur jette pas la pierre, attention, hein. C'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. ce qui leur semblait être le mieux pour eux, leur carrière, etc. Est-ce que si j'avais été à leur place, j'aurais essayé de mettre KO Nico, par exemple, parce qu'on a été de longues années partenaires d'entraînement, donc est-ce que j'aurais essayé de le mettre KO? Je peux quasiment te dire que non. C'est-à-dire que, tu vois, j'aurais dit, viens, on s'arrange, on se fait un truc de grappling, au pire, ou on s'arrange, l'un laisse passer Sparring. l'autre, tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que j'aurais essayé de l'assommer? Non, tu vois. Après, voilà, nous, c'est notre vision des choses qu'on ne peut pas critiquer de la même manière que je pense qu'on ne peut pas critiquer la leur. Effectivement, mais bon, en tout cas, moi, franchement, ce week-end, j'ai pensé à ça. Le pire, c'est que j'ouvre Instagram, j'ouvre Twitter et je vois la vidéo tourner partout. Et franchement, ça m'a fait mal au cœur. En fait, je pense vraiment à l'après, au retour dans le Je trouve club, que c'était un peu. à l'atmosphère, tu vois. Je trouve que c'était un peu moche la façon dont j'ai eu l'impression qu'il y a des gens qui se réjouissaient de voir Ouais. Paul perdre. Non, c'est pas une impression. Hein, Voilà. Alors que en vrai, moi, Paul, bah, toi tu le côtoies, moi je l'ai côtoyé au championnat du monde. Et c'est un petit jeune qui se bute à l'entraînement, qui se bute pour faire des vidéos de qualité, qui fait les deux très très bien, qui fait les deux en se donnant à fond. Et en vrai, faut les pousser ces jeunes-là. Je suis Faut d'accord. pas être là à espérer qu'ils perdent. C'est la jalousie, tout Mm. simplement. C'est-à-dire que, en fait, voilà, il s'avère que Paul, malgré tout, médiatiquement, il a quand même du succès. Ouais. Et en fait, tu as des gens qui aiment pas ça et qui se disent pourquoi lui, qui est en amateur, il a autant de succès alors que d'autres en ont moins. Mais en fait, c'est comme ça, c'est la vie. Mais c'est effectivement, moi, pour le coup, je le côtoie un peu plus parce que je le vois à la salle et tout. Et c'est un petit jeune très respectueux. Il a jamais pété plus haut que son cul, tu vois, en mode ouais, il se la raconte ou rien du tout, tu vois. C'est un petit qui est très souvent à la fin des entraînements à demander des techniques, à demander des conseils, etc. Et qui est vraiment humble dans son appréhension du MMA, tu vois. Donc, en final, il fait ce que tout le monde essaye de faire, c'est-à-dire il essaye de poursuivre sa carrière et poursuivre ses rêves, quoi. Donc, ça marche un peu jusque-là pour lui, il faut juste se satisfaire de ça. Après, des fois, je pense que c'est aussi le côté pervers un peu des réseaux et des médias parce que j'ai l'impression que d'un côté, enfin là aujourd'hui, c'est bien d'être médiatisé, d'être suivi, mais c'est un petit peu à l'envers. À l'époque, tu étais connu par tes performances. Ensuite, voilà, il suffisait que tu sois un petit peu correct sur les réseaux pour être connu. Et là, le problème, il a une dizaine de combats, il me semble, Paul, voire plus. En amateur, il a une médaille de bronze là aux Europes. Mais le problème, c'est qu'en fait, ils sont plus connus par
par un succès, on va dire, sur les réseaux, sur YouTube, que par leur performance. Donc j'ai l'impression que ça peut, en fait, ça peut te monter tant que tu gagnes, tant que tu performes. Mais c'est vrai que lorsque tu perds, vu que tu es exposé et que peut-être que tu as forcément des gens qui t'attendent, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu le revers de la médaille. Tu sais, je vais te dire un truc. J'ai eu une discussion, c'est marrant, parce que c'était avec Nico et il est là. Et un jour, on a eu une discussion sur les défaites et les victoires en MMA. Et donc, je disais, c'est quand même un sport qui est compliqué parce que à chaque fois que tu rentres dans la cage, tu mets ta sécurité en jeu. Et lui m'a répondu ce jour-là, au-delà même de ta sécurité, il y a aussi ta réputation. C'est-à-dire qu'il y a ta santé, effectivement, ton intégrité physique, et il y a même, j'ai envie de dire, ton intégrité sociale, parce que ça aussi, tu le mets en jeu au moment où tu perds. Des trucs où on va se faire tourner ta vidéo pendant 3 semaines, un mois de ta défaite, et les gens ils vont kiffer ça. C'est aussi des risques que tu prends à ce niveau-là. Et en réalité, c'est le problème de l'exposition. C'est-à-dire qu'on va parler de toi parce que justement, tu es exposé. C'est-à-dire que demain, si je prends un KO, par exemple, il tournera peut-être moins que le KO de Paul Denat a tourné. Raison de plus pour moi, pourquoi il ne faut pas s'affronter entre teammates, surtout à leur niveau, à leur exposition. Et sur le MMA amateur en général, qu'est-ce que vous en pensez de nos jours ? Nico, tu avais fait les IMAF entre 2015 et 2014, il me semble. Moi, j'ai une expérience particulière avec les IMAF parce que j'ai participé aux IMAF en 2015. Ensuite, j'ai été entraîneur sur l'équipe de France depuis 2019, donc de la session 2019 qui était au Bahreïn, ensuite 2021 qui était à Abu Dhabi, 2022 qui était en Serbie, 2023 en Albanie. En tant que coach, là, à ce moment-là. En tant que coach sur toutes ces sessions. Et donc, ce que j'ai vu de manière générale sur l'IMAF, c'est une explosion entre 2015 et 2019. Vraiment, on avait une arène qui était incroyable, on avait une qualité d'organisation qui était folle. Moi, je le raconte toujours, la première fois que j'ai mis les pieds au Bahreïn sur les IMAF, je me suis dit vraiment, le MMA, ça peut devenir un sport olympique. Ouais. Et donc, on avait un peu cette continuité avec l'édition Abu Dhabi, un petit peu avec l'édition Serbie, même si c'était déjà un petit peu moins bien. Et j'ai l'impression que là, je dirais depuis un an et demi, il y a une petite perte de vitesse des IMAF. Je crois qu'en partie, il y a l'UFC qui investissait beaucoup d'argent dans l'IMAF et qui ne le font plus. Peut-être que les Émirats aussi, qui investissaient beaucoup d'argent, le font moins. Et en tout cas, en termes de qualité d'organisation, en termes de... Le niveau, tu parles aussi ? Le niveau, j'ai l'impression qu'il baisse un petit peu. Alors, l'une des raisons aussi de la baisse partielle du niveau, partielle uniquement, mais c'est l'absence de la Russie. La Russie, ils ont envoyé 60 athlètes. Beaucoup d'athlètes qui venaient du Daghestan, donc forcément c'est des athlètes qui sont très très durs à combattre parce qu'ils sont très très forts en lutte, ils sont très entraînés et puis ils s'entraînent comme des professionnels. Et donc petite baisse de niveau, pas énorme parce qu'on a d'autres pays qui ont pris la relève comme le Tadjikistan, etc. On voit la vidéo en ce moment qui tourne d'un Tadjik qui lutte avec Merab. Les gens se rendent compte du niveau de lutte de ces Tadjiks. Ces mecs qui sont quasiment impossibles à amener au sol. Mais surtout une baisse en termes de qualité d'organisation. Et donc, pour conclure sur ma vision des IMAF, c'est un très très bon chemin pour les amateurs, c'est très intéressant. Ça permet d'additionner beaucoup de combats, ça permet de se confronter avec un style, notamment avec des lutteurs qui sont très difficiles. On en parlait tout à l'heure un petit peu en off. La passerelle, elle ne se fait pas toujours de manière systématique, il n'y a pas une corrélation qui est parfaite, notamment parce qu'aux IMAF, il faut des qualités spécifiques, notamment la capacité à ne pas tomber au sol, à empêcher la lutte, etc., que finalement, en pro, tu rencontres pas forcément le même niveau d'opposition en lutte que tu rencontres aux IMAF. Et puis, c'est un format particulier, 3x3. C'est un format dans lequel tu peux faire très, très peu d'erreurs. Alors qu'au final, en professionnel, moi, je le vois beaucoup avec le passage de Delphine Benouache en professionnel, et ben finalement, on a beaucoup plus de temps pour s'exprimer. On a plus d'armes, on a plus de temps. Et donc, on peut se permettre aussi de plus se lâcher sur le combat en se disant que finalement, si je mets un middle kick, qu'il est saisi, on tombe au sol, on se relève dans la seconde, c'est pas grave en pro. En IMAF, c'est extrêmement grave de tomber au sol parce que les 30 secondes que tu perds, ils peuvent te faire perdre le combat. Donc, un format qui est très intéressant, un format qui est très haut niveau. Attention toutefois, la corrélation, le passage, tu peux avoir des mecs qui performent pas très très bien en IMAF parce qu'ils manquent de lutte, mais finalement en pro, ils s'en sortent mieux parce qu'il y a moins d'adversaires qui ont un gros niveau de lutte. Et inversement, des mecs qui s'en sortent très bien en IMAF sur un format 3x3 et qui s'en sortent un petit peu moins bien sur un format professionnel. C'est vrai que là, on va dire l'ancienne génération de ceux qui ont participé aux IMAF, là en tout cas on a vu que des beaux résultats. Je pense à Ankalae, je pense à Mohamed Mokae, je pense à Manon Fiorot. Mais est-ce que de nos jours, c'est pas un petit peu surcoté peut-être le monde amateur ?
Et est-ce que, on va dire, jusqu'à où on doit aller? Parce que moi, je trouve qu'actuellement, il y en a qui perdurent trop en amateur. Qui perdurent trop, qui dépassent la vingtaine de combats. Et par exemple, sur une édition de l'AEF, il y avait un jeune, j'ai oublié son nom, un élève à Malik Silla qui avait une vingtaine de combats. Il me semble que c'est Samba Sima. Samba, Sima. Il a affronté un gars qui avait 0-0. Donc je me dis, à un moment donné, ça va être compliqué de les matcher. Ils ont fait les Europes, ils ont fait les mondes. Peu importe qu'ils ont eu une médaille ou pas, ça reste de l'expérience engrangée. Je me dis, à un moment donné, il faut trouver l'équilibre et ne pas trop perdurer en amateur parce qu'à un moment donné, tu fais vite le tour. Il y a des compétitions quasiment tous les mois ou dans les mêmes compétitions, tu fais 3 combats, donc tu engranges vite de l'expérience. Donc selon vous, c'est quoi l'idéal, on va dire, en amateur? Je finis là-dessus, après je laisserai Taylor répondre là-dessus, mais c'est une discussion que j'avais avec Benoît Prigent hier, où je lui disais, est-ce que la décision pour toi, est-ce que c'est un vol, est-ce que c'est honnête? Et il me dit, quand je regarde le combat, moi je pense avoir gagné, mais je peux accepter le fait qu'on mette l'autre adversaire comme gagnant. Donc ça, c'est une donnée qui pour moi est importante, parce que si tu te fais voler aux IMAF, l'intérêt des IMAF, il devient beaucoup plus limité, parce que tu perds alors que c'est des combats que tu aurais gagnés. Donc ça, c'est la première chose. Puis après, la deuxième chose, il me dit, effectivement, je pense au passage pro, parce que j'ai pas mal d'expérience, mais un passage pro, ce serait pas tout de suite, ce serait vers octobre. Et finalement, si je reste amateur, d'ici à octobre, j'ai fait encore, je sais pas, entre 5 et 8 combats. Et entre 5 et 8 combats, j'ai pris une médaille d'or mondiale. Ça peut me servir. Et donc, souvent, il y a cette question chez les amateurs où, parfois, dans un laps de temps qui est très réduit, où tu peux faire que un combat pro, en amateur, tu peux faire 8 combats. Et la façon dont tu as élevé ton niveau en 8 combats et ta réputation et ta valeur peut-être sur le marché du pro, elle est parfois beaucoup plus importante quand tu as fait ces 8 combats que quand tu les as pas faits. Et donc ça, c'est un vrai questionnement que tu as quand tu es amateur. Et alors, ton avis là-dessus, sur le monde amateur, sur le fait de trop perdurer peut-être là-dedans des fois? Écoute, moi je pense que c'est très très bien ce qui se passe, parce qu'avant on n'avait pas forcément ce format amateur qui fait qu'on était déséquilibré par rapport aux autres nations qui eux l'avaient. Je me souviendrai toute ma vie d'un jour où j'étais en Irlande en stage et je parlais avec un gars qui me dit j'ai 18-1 en amateur. Forcément, quand il rencontre un combattant français qui a 2 combats, oui, il y a un déséquilibre, même si lui est à 0-0 en début pro. Donc voilà, il y avait ça. Maintenant, je pense qu'il faut à un moment donné se rendre compte de est-ce que vous avez fait le tour ou pas du pro. C'est-à-dire que si vous avez fait les championnats d'Europe, championnats du monde, qu'il y a eu des médailles, peut-être qu'il est l'heure d'aller tout simplement faire le passage en pro. Surtout que, comme disait Nico, il faut vraiment se dire que c'est 2 mondes différents. Vraiment, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous performez en amateur que ça va performer en pro. Et parfois, le monde amateur n'est juste pas fait pour vous dans les règles, dans le format du temps, dans le format aussi des athlètes que vous allez affronter, etc. Donc, je pense que c'est comme, pour le coup, on a la boxe, qui est un bel exemple, je trouve, sur la boxe amateur et sur la boxe pro, où on se rend compte que certains, une fois qu'ils font la transition en boxe pro, ça marche moins bien. Donc, il faut l'utiliser comme quelque chose qui va vous lancer, ça c'est certain, qui va lancer, que ce soit médiatiquement ou alors sportivement. Mais une fois qu'on a fait le tour, à mon avis, il ne faut pas trop rester non plus empêtré dans un truc où on veut tous être combattants professionnels de MMA, pas combattants amateurs de MMA. Et c'est un peu marrant qu'on pose cette question parce que quand le jour où Paul Denat a perdu le combat, j'ai entendu des gens dire « Ah, il ne pourra pas passer pro ». Mais c'est n'importe quoi. Il combat pour devenir à un moment donné combattant professionnel. Ouais. Et là, on se rend compte qu'avec une défaite au championnat d'Europe, tu as des gens qui arrivent à penser et à se dire « Ah non, là, ça va être dur les pros ». Alors qu'en fait, encore une fois, c'est 2 mondes différents. Donc peut-être que Paul a fait le tour, peut-être que même Hugo a fait le tour. Ils ont fait les championnats du monde, ils ont fait le championnat d'Europe. À mon avis, au bout d'un moment, il faut faire la transition. En tout cas, et juste, je rebondis là-dessus, AB, parce que tu parlais tout à l'heure de cette génération qui performe en pro ou qui vient des amateurs. Si on prend aujourd'hui Jordan Zebo, il était dans l'édition 2019, il fait 3e chez Junior. On a Axel Sola. Il me semble qu'à l'époque, il est numéro 1 mondial, mais il sort au 2e tour des championnats du monde. Virgile Auguin, pareil, il sort au 2e tour, je crois, des mondes. Paulin Béguet, pareil, il sort au 2e tour des championnats du monde. Donc, c'est des gens qui, aujourd'hui, font des carrières qui sont brillantissimes,
mais qui avait du mal à s'imposer au niveau mondial amateur. Donc, je rejoins Taylor sur cette vision qu'on peut s'imposer au niveau professionnel avec un parcours amateur sans avoir forcément été au bout du parcours amateur. En tout cas, on peut noter qu'il y a une grosse évolution du côté du MMA parce que, comme tu as dit, à l'époque, il y avait moins de médailles que maintenant. Là, on a vu sur les championnats du monde, il y a eu 2 vice-champions, il me semble. D'ailleurs, il y a eu Delphine. Et il y a eu Swill. Après, il y a eu un francophone, un belge, Patrick Abirora. Donc, on voit que ça monte en flèche. Les gars, on va revenir. Hier, on avait le combat de Saladin Parnasse pour une première au KSW à Paris. Tu étais en direct sur RMC Sport, tu as commenté. Déjà, comment il était le show ? Est-ce qu'il était à la hauteur de ses attentes? Écoute, des attentes oui, il était à la hauteur de ses attentes. Autant j'ai été déçu, je dirais, du PFL. C'est-à-dire qu'il y avait à Paris, je m'attendais à quand même un... Lequel ? Celui de septembre Celui de l'Accor Hotel Arena. C'est-à-dire que j'ai vécu pas mal d'événements et j'ai vu l'UFC à l'Accor Hotel. Et c'est vrai que quand j'ai vu le PFL, la soirée était un peu spéciale. Je ne pense pas à la hauteur d'un PFL. Et c'est vrai que hier, le KSW dans l'Adidas Arena, j'ai été impressionné parce que pour avoir déjà fait des KSW, en fait, ils font comme l'UFC, c'est-à-dire que peu importe là où ils sont, la salle où ils sont, ils ont leur méthode, leur technique et elles marchent partout. Et donc, ça veut dire que si vous avez fait un KSW en Pologne, vous arrivez à Paris, c'est exactement le même KSW. Et ça, c'est fort. Surtout que, rappelons-le, d'un point de vue économique, ça ne coûte pas la même chose d'organiser un événement au fin fond de la Pologne qu'en plein Paris. Donc, j'ai été vraiment impressionné par le show. De toute façon, ils savent faire, le KSW, c'est toujours de très gros shows. On le rappelle, c'est quand même une organisation qui organise des combats dans des stades avec 50 000 places. Donc pas surpris du show, c'était à leur hauteur. Ce que je dis souvent, c'est que les gens, je ne sais pas pourquoi les yeux ont autant brillé pour le PFL. Quand tu vois des organisations comme l'Octagone ou le KSW, c'est 10 fois plus impressionnant que le PFL. L'Octagone, on n'en parle pas. Moi, quand je vais en Allemagne à l'Octagone, c'est des salles de 20-25 000 places. On dirait l'UFC Paris en termes d'ambiance, en termes de qualité du show. KSW, c'est pareil. Donc, c'est des organisations qui sont moins connues en France. L'Octagone encore moins que le KSW, mais c'est des organisations qui font des très beaux shows, qui reçoivent très bien leurs professionnels, qui les considèrent très bien, qui les payent bien. C'est des belles organisations. On va y revenir d'ailleurs sur les comparatifs des événements. Parce que c'est vrai que maintenant, tu as des combattants qui le disent ouvertement, moi je vise le PFL. Alors qu'à l'époque, c'était quasiment tous les combattants qui visaient l'UFC, donc on va y revenir. On va revenir sur la performance de Saladin, qui a affronté, je ne vais pas vous mentir, j'ai pas le nom en tête. Valerio, merci. Merci. T'es là d'ailleurs, c'est pas compliqué des fois de trop commenter là, les Caucases. T'as pas du mal à prononcer leur prénom des fois? Non, ça va. Ça va, t'as l'habitude. Après, j'écorche moins les noms que toi, donc c'est plus facile. Non, le pire, c'est Mika. Mais non, les gars, vous êtes forts. Franchement, parfois, je regarde des vidéos et je me dis, vous arrivez à écorcher des noms qui sont assez simples, quoi, tu vois. C'est vrai. Donc, Là, j'ai dû aller sur Tapologie pour vérifier le nom parce que je ne l'ai pas noté. Bon, une masterclass de Saladin, c'était pour sa énième défense de titre chez les lightweight devant son public. La dernière fois qu'il a combattu, je crois que c'était au 100% Fight, sur la finale du 100% Fight face à Morgan Charrière. Donc voilà une performance, on va dire, sans surprise, en tout cas de ma part. Parce qu'il enchaîne et ça fait quand même un petit moment qu'il est au KSW. Déjà, qu'est-ce que vous en avez pensé de la performance, même s'il n'y a pas grand-chose à dire, mais j'ai vu des commentaires qui disaient qu'en fait, sur place, moi, j'y étais pas, mais qui disaient que sur place, c'est d'autant plus impressionnant qu'à la télé parce qu'il a vraiment une vitesse d'exécution. Nico, hier, toi, tu commentais sur Twitter sur le striking de Saladin. La qualité du striking de Salah, il est super rapide. Nous, il est passé à la salle faire des sparring avec des pros du pied-point. Et Saladin, c'est quelqu'un qui peut rivaliser avec des pros du pied-point sans aucun souci. Il a un très très beau striking. Je le disais hier, il a été formé par Arnaud Templier, qui est un vrai spécialiste du striking depuis des années. Quand tu mêles le spécialiste du striking, acharnement au travail, et en plus prédisposition génétique de Salah, tu as ce très haut niveau de striking. En face, Valeriu, c'était un adversaire qui est solide. Moi, j'étais dans le coin de Teddy Violet quand il l'a affronté il y a quelques années. C'est pas un mec à un beau pied-point, mais c'est un mec qui tape fort. Et ensuite, au sol, qui est opportuniste, qui a des bonnes soumissions, notamment une bonne guillotine. Et non, il a fait une masterclass classique, Salah, middle, je suis gaucher, middle, au bout d'un moment tu baisses un peu la main, je te balance le high kick, c'est le tibia qui touche le haut du crâne et je t'éteins avec ça. C'est magnifique, c'est beau, c'est
c'est spectaculaire, ça se fait en France, c'est beau. Et alors, des choses à rajouter sur la performance? Non, je pense qu'on a tout dit. Hein. Après, il n'y a eu qu'un round, donc compliqué de débriefer un round. Mais voilà, moi, je l'ai trouvé vraiment sharp, focus, Saladin. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas prendre de coups. Il était vraiment dans son combat, concentré. Il analysait un peu chaque erreur que pouvait commettre Valerio Mircea. Donc voilà, et puis après, ce high kick qui est arrivé, qui, comme lui, il l'a dit très honnêtement, voilà, moi, je ne cherchais pas forcément le KO, mais il a fait son boulot et c'est arrivé tout seul. Et a priori, c'était son dernier combat, en tout cas sur son contrat. Donc forcément, on va discuter de la suite. Même s'ils se sont déjà exprimés, même s'ils ont déjà exprimé leurs ambitions. Nico, si toi, tu es à la place, tu es le manager et l'entraîneur de Saladin, c'est quoi ton choix? Parce qu'on entend que de la part de Hatch qui veut que Saladin soit le numéro 1 des featherweight. Mais c'est vrai qu'on peut pas... Tant qu'on n'est pas à l'UFC, selon moi, on ne peut pas en tout cas prétendre être ou devenir le numéro 1 mondial. Parce que pour moi, ce qui se fait de mieux actuellement, c'est à l'UFC. Peut-être que dans quelques années, ça changera, mais actuellement, c'est à l'UFC. Tant qu'on n'y est pas, on ne peut pas dire qu'on veut être ou qu'on est le meilleur. Pour moi, c'est toute une question de risque-bénéfice. La première des choses, c'est de remarquer qu'effectivement, avec ce qui touche aujourd'hui Salah, il touche probablement, je sais pas, 10 à 15 fois plus au KSW que ce qui va toucher à l'UFC. Donc ça, c'est une question. Il n'y a personne qui peut passer à côté de cette question. C'est-à-dire que Bullock, je te propose 10-15 fois ton salaire pour faire la même chose. Et tu vas de quel côté? C'est compliqué de... Voilà. Maintenant, dans cette question de risque-bénéfice, on sait que si Salah, il va à l'UFC et qu'il gagne, disons, 3-4 combats et qu'il commence à rentrer dans le top 10, top 20, top 10 de l'UFC et qu'il gagne ses combats, il y a un potentiel de gain qui excède ce qui touche aujourd'hui. C'est-à-dire que le potentiel maximum de gain à l'UFC pour Salah, il est de 10 fois ce qui touche au KSW. Donc, il y a un facteur 10 par rapport à ce qui touche à l'entrée à l'UFC et il y a un facteur 10 à ce qui peut toucher s'il est au sommet de l'UFC. Et donc, la question, c'est un risque-bénéfice. C'est-à-dire à quel point je suis prêt, à quel point je suis confiant, à quel point je suis prêt à risquer les 10 fois tout plus que je touche aujourd'hui pour, dans quelques années, toucher encore 10 fois plus que ce que je touche là. Et dans cette question... y a des facteurs que nous, on ne maîtrise pas, comme il dit souvent, sa maman, sa femme, sa petite fille, et puis ensuite tout le reste de l'environnement où il se pose des questions par rapport à ça. C'est très lucide dans ce qu'il dit. Hier, il l'a exprimé clairement, il dit qu'il a une fille qui veut la mettre dans une école privée, c'est très respectable, et c'est très lucide. Mais c'est vrai qu'en fait, quand on parle, on va dire, de performance à très très haut niveau, c'est là où je me dis, pour moi, il n'y a qu'un seul chemin, et c'est l'UFC. Mm-hmm. Taylor, toi... concernant la suite, où est-ce que tu aimerais le voir? Forcément à l'UFC, mais... Moi, il n'y a pas d'endroit où j'ai envie de le voir particulièrement. On a juste envie de le voir combattre. Quoi qu'il arrive, il combattra à haut niveau. Il combat déjà au KSW. On était content de le voir, donc on sera content de le voir, peu importe l'endroit. Après, voilà, moi, je me rangerai toujours du côté c'est le choix du combattant. Parce que, mine de rien, il y a quelque chose que Hatch a dit hier, qui est que... parfois, vous êtes juste oublié, vous êtes juste rayé de la carte, entre guillemets. Donc, il est important, je pense, de faire les choix pour le combattant avant tout. C'est-à-dire que vous combattez en priorité pour vous. C'est l'argent que vous allez gagner, même s'il y a une partie qui est reversée à votre staff, etc. Malgré tout, elle est pour vous. C'est vous qui prenez des coups. C'est vous qui gagnez, qui engagez votre santé, qui la mettez en jeu. Si demain, il y a un problème et que ça finit mal, le problème, il est encore une fois juste pour vous. Donc, je pense que voilà, on ne peut pas critiquer le choix d'un côté ou de l'autre de Saladin parce qu'il défend ses intérêts comme n'importe quelle personne devrait le faire, j'ai envie de dire. Maintenant, sur l'aspect sportif, moi, je pense que s'il devait aller à l'UFC, sportivement, je parle bien sportivement, je pense que c'est le bon moment. C'est le moment où il est... Je le sens vraiment dans un prime, ouais. dans sa carrière, dans sa maturité, dans son physique également. Je pense que c'est le bon moment pour aller rivaliser et faire des très gros fights à l'UFC. Peut-être qu'avant, c'était un peu trop tôt. Mais voilà, Saladin, c'est un combattant qui a commencé très tôt le MMA, qui a commencé à combattre très tôt également. Donc, mine de rien, il sera pas loin dans pas longtemps d'approcher les 10 ans de carrière. Donc voilà, je pense que là, c'est le moment. C'est le bon moment pour pouvoir aller faire des gros fights, à l'UFC en tout cas. Maintenant, on espère, hein.
la décision, ça sera à eux de voir qu'est-ce qui est priorisé pour le coup. Sachant qu'il peut très bien aller signer un contrat, par exemple, avec le PFL d'1 an, où il rentre sur le tournoi à 1 million. Il sera très bien payé hors tournoi, bien entendu. Et après, d'ici là, taper tout le monde et signer à l'UFC avec encore plus de poids qu'il n'en a aujourd'hui. Mais après, j'ai l'impression qu'en fait, à l'UFC, tu as beau venir avec toutes les ceintures. Ça va pas faire. À part Michael Chandler, je crois qu'il y a eu. Non, il n'y a pas que lui. Il n'y a pas eu que lui. C'est qu'ils savent faire des exceptions quand ils veulent. Hein. Je pense à j'ai pas envie d'écorcher son nom comme tu Jiri fais souvent. Qui Jiri Prochaska. Jiri Prochaska. Ça, c'est une catégorie quand même qui est moins fournie que les Sharad autres. Poudine également. Qui ça MVP qui a été très bien payé. Sharad Poudine. Je ne me souviens plus de son nom, je suis désolé, mais on voit tous qui c'est. Celui qui a l'œil blanc. Exactement, il a été très bien payé également. Donc voilà, il y a des gens qui sont bien payés. C'est juste, est-ce que l'organisation a envie de mettre la main à la poche ou pas? Je peux te garantir que Kayla Harrison, au moment où elle arrive à l'UFC, elle ne touche pas 40 plus 40 ou 50 plus 50. Ouais. Qu'on soit bien clair là-dessus. Donc voilà, ils peuvent le faire. Après, je pense que c'est aussi une question de marché. Et je me rends compte, après c'est mon appréciation personnelle, qu'ils vont plus facilement casser la tirelire quand vous êtes déjà connu du marché US que quand vous êtes connu sur le marché européen. C'est-à-dire que les gros deals en général sont signés quand vous êtes un combattant qui est déjà bien connu sur le marché international US. Maintenant, Saladin, lui, c'est plutôt le marché européen. À voir est-ce qu'ils vont réussir à trouver un terrain d'entente cette année ou pas. En tout cas, à voir peut-être le PFL ou peut-être le One aussi. D'ailleurs, en parlant du One, on passe un big up à Barbosa. Quelqu'un avec qui. Incroyable. D'ailleurs, je crois que c'est à tes côtés que je l'ai connu. Ouais. Il a fait une belle performance. Moi, je ne suis pas un grand fan du Glory, enfin du Glory, du kickboxing, du K1, mais quand je vois ce genre d'athlète exprimé, franchement, ça me fait tomber amoureux de ce sport. Et c'est le premier champion, en tout cas, français du One. Donc, félicitations à lui. C'est fort ce qu'il a fait. C'est très très fort. C'est contre un mec qui était invaincu depuis 2016, 8 ans. Une série de je ne sais plus combien de combats. Non, il a fait vraiment, en termes de pied-point, je pense qu'il a fait la perf de l'année, en tout cas, pour l'instant. Et d'ailleurs, il compte faire un passage en MMA ou pas? C'était en discussion pendant un moment. Son objectif, c'était déjà d'être champion du monde, d'aller au bout du chemin. Là, je le vois pas lâcher la ceinture du One comme ça pour passer vers le MMA. Mais peut-être que dans 1 ou 2 ans, c'est quelque chose qui serait possible. C'est un mec qui a des prédispositions sur les sensations de lutte et de grappling. Donc, si jamais il voulait le faire, en tout cas, c'est quelqu'un qui apprend très vite à ce niveau-là. Donc, on espère le voir prochainement en MMA. Je pense que ce serait une bonne chose. On revient, les gars, sur l'actualité des Français qui ont combattu hier à l'UFC, dont 2 partenaires d'entraînement à toi. Nora Cornol qui a affronté Melixa Dixon. Une belle performance de sa part, un TKO au 2e round. Un genou au foie, 2 équipes en pleine tête, un grand endpoint. On apprécie. On apprécie cette violence. 2e combat l'UFC pour Nora. Franchement, un beau chemin parcouru en MMA, Hexagone. Elle avait combattu avec Fat Challenge à l'époque. Vous la voyez aller loin dans la catégorie? Parce qu'elle ne cache pas ses ambitions. Elle dit clairement qu'elle veut être championne de l'UFC. En tout cas, moi, quand on me propose de belles performances comme ça, j'ai envie d'y croire. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Écoute, moi j'y crois parce que c'est une catégorie qui souffre de l'absence d'Amanda Nunes. Clairement, elle est vraiment en perte de vitesse. Donc je pense qu'il y a des choses à faire dans cette division. Et surtout, quand tu regardes le top 15, il n'est pas forcément... C'est ouvert. Donc voilà, elle vient de mettre KO Melissa Muniz, du coup, qui est plus Dixon, pour ton information. Mais, merci de l'update. Mais donc elle vient de mettre KO Melissa. Et écoute, c'est assez intéressant parce qu'elle était quand même bien vue à l'UFC. Elle avait une bonne hype. Elle était vraiment vue comme une dure à cuire. Et là, Nora, elle vient de ramasser tout ça. Et puis avec de fort belles manières. Donc je pense que un combat ou 2 comme ça, et très clairement, elle pourrait se rapprocher d'un top 10. Top 10, top 5. Mais voilà, après, il y a des choses à faire. C'est une division où vraiment il se passe... quelque chose et elle peut faire de grandes choses, surtout que quand tu regardes le top 5 de Bantam, il y a quand même pas mal de combattantes qui sont un peu sur la fin, donc voilà, je suis assez confiant sur le fait que si elle continue de gagner les 2-3 prochains, elle va se rapprocher de l'or. Mais ce qui est malheureux, c'est que dans les catégories féminines et dans la catégorie des poids lourds,
les performances, elles sont sous-cotées. Je pense aussi à Manon Fiorot qui a combattu il y a à peine une semaine. Le fait que ce soit des catégories moins fournies, les gens ont l'impression que c'est un peu plus facile de performer, mais ça reste quand même du très très haut niveau. Et je pense aussi à Cyril Diane qui a eu la ceinture intérimaire, et j'ai l'impression que c'est pas reconnu à sa juste valeur. Et c'est vraiment dans ces deux catégories, dans les catégories féminines et dans la catégorie des poids lourds. On sait que c'est des catégories qui sont moins fournies, comme tu l'as dit aussi, Taylor. Mais quand même, un message à faire passer, on va dire, au jeune public. Il ne faut pas quand même sous-coter, parce que l'UFC, c'est ce qui se fait au plus haut niveau. Et ça reste quand même des performances qu'il faut aligner et qu'il faut aller chercher. Donc, faut rendre à César ce qui appartient à César, parce que, par exemple, la performance que Manon Fiorot elle fait contre Rose, elle est sous-cotée. La performance qu'elle fait contre Erin Blanchfield, pareil, elle est sous-cotée. Après, je sais que ça fait aussi... Je pense que le fait que le MMA féminin soit peut-être moins mainstream, ça joue là-dessus. C'est tout le problème. Tu regardes la boxe féminin, c'est moins suivi que la boxe masculine. Donc je pense que c'est un peu tout le problème. Et pour la catégorie poids lourd, je pense que c'est une question de tendance. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on était très friands des combats poids lourds, où c'était la catégorie reine et qui dirigeait un petit peu le tout, et on ne regardait pas forcément les catés légères. Et aujourd'hui, il y a une espèce d'inversion qui se fait, où on est plus sur les catégories légères, parce que il y a des KO également, et que c'est des combats qui sont très techniques. Et on se rend compte que il y a certains combats en poids lourd où les combattants sont unidimensionnels, où c'est moins... Finalement, il y a des gros KO, mais ça reste moins spectaculaire, et ça a l'air de moins haut niveau que des combattants qu'on peut avoir que des combats qu'on pourrait avoir dans une catégorie, par exemple lightweight à 70 kg. Mais voilà, c'est la tendance actuelle. Dans 10 ans, peut-être que ce sera la catégorie poids lourd qui sera à nouveau devant le feu des projecteurs, et les catégories légères qui ne seront plus. Et on avait aussi Morgan Charrière qui faisait son deuxième combat à l'UFC contre Chepe Mariscal. Malheureusement, il s'incline sur split decision après une grosse guerre. Est-ce que vous êtes d'accord avec la décision, les gars? Je vais laisser Nico. J'ai pas vu le combat comme toi, Ebi. Direct, on dénonce. Écoute, moi j'ai une excuse. Ah ouais. T'as pas vu le combat comme moi? Lui, je peux l'entendre, mais toi, c'est grave. Il y a que Taylor qui a vu le combat. J'espère que tu passeras un message à ton équipe, parce que toi, c'est grave. je vous jure, c'est vrai. Hein. J'ai l'UFC Fight Pass, donc je suis devant, je regarde les prix, les Il n'y a pas la main card sur le Fight Pass. Ouais, mais justement, j'ai voulu m'abonner. Je te jure, j'ai voulu m'abonner sur l'ordi. Après, ça marchait pas. J'ai été sur mon téléphone, ça ne marchait pas. Donc malheureusement, j'ai pas fait le pirate. Ça marchait pas, t'avais pas internet? Non, j'ai très bien internet. Tu vois le petit boîtier qui est à tes côtés. Quel était le problème? Non, c'est un Parce que moi, je peux dire, ça fonctionne pas juste comme ça, tu vois. Donc, écoute, je vais le faire devant vous, je vais vous montrer. Mais je sais pas. Est-ce que tu sais qu'il faut genre s'inscrire et payer un truc? Bien sûr, un abonnement. Ouais, un abonnement. C'est ce que je voulais prendre. Avec engagement. En plus, ah ouais. Donc on a perdu et Bichou un abonné. Oh là là. Ah les gars, faut. Écoute, je vais envoyer un mail. Il m'a balancé, mais j'ai quand même vu les images. Après là, on est dimanche matin. Enfin ouais, matin. Donc forcément, pour ceux qui se couchent tôt, c'est compliqué de suivre l'UFC. Donc on a une petite excuse valable, on va dire. Le combat était à minuit et demi, donc 1h du matin. C'était un peu plus tard. Donc c'était pas si tard que ça. Tu vois, il y a des fights qui sont à 5h. Là, c'était à 1h du mat. Écoute, le combat, non, c'était un bon combat. Moi, j'ai bien aimé le fight, très agressif. Chepe Mariscal, j'attendais pas aussi agressif pour le coup en début de combat, que ce soit sur la lutte ou sur les frappes. Il a vraiment essayé d'imposer un gros rythme à Morgan, et Morgan était prêt physiquement, donc il a répondu présent. Joue un premier round assez serré, qui peut aller d'un côté comme de l'autre. Donc voilà. Après, deuxième round, Morgan fait plus de dégâts à mon sens, c'est-à-dire qu'il prend cette reprise sans trop de débat. Il n'y a pas trop de questions à se poser. Il y a des bons mouvements en lutte, des bons contres. Et puis après, on arrive sur la troisième reprise où... très équilibré. Après, je voyais quand même un avantage à Morgan sur cette troisième reprise. Il y a eu un moment où il y a eu un contrôle au sol de Morgan avec un peu de ground and pound, etc. Et puis, pareil, je le voyais en avance dans les dégâts. Et on sait qu'aujourd'hui, ça compte quand même beaucoup. Et puis, sur la fin, son adversaire a réussi à récupérer une position forte, et je pense qu'il récupère, en admettant qu'on ait le premier round pour son adversaire, je pense que le deuxième round qui gagne, parce que la plupart des juges ont mis 29-28, donc je pense qu'il score la troisième reprise comme ça. Il arrive à la récupérer un peu sur la fin,
Et il y a un des juges qui a mis 30-27 à Morgan, Adalaide Ouais, Bird, j'ai vu ça. bon, qui nous a habitués à faire des petites bêtises sur certains combats. Je pense notamment au combat de Canelo contre Golovkin. Donc, mais là, je trouve que c'est un scoring qui peut s'entendre. C'est-à-dire que c'est vraiment une question de perception parce que, encore une fois, le premier round est très serré et peut aller d'un côté comme de l'autre. Pour le coup, je ne suis pas choqué si on le donne à Morgan et je ne suis pas choqué si on le donne à Marescal. Donc, si on part du principe que le premier round, on avantage un peu les dégâts et qu'on donne le premier round à Morgan, deuxième round qui est évident, et la troisième reprise sur laquelle, moi, il y a discussion, à mon sens, on la donne à Morgan, ça donne un 30-27. Donc, parce que j'ai vu des gens s'offusquer du 30-27, mais je trouve que selon la perception que tu as du combat, ça peut donner également un 30-27. Et du coup, on a eu 30-27 d'un juge et 29-28 Marescal de l'autre côté. Donc, il y a une explication sur ce scoring qui est très différent. Maintenant, voilà, moi, je pensais que Morgan avait fait assez. Il y a eu de très beaux mouvements, encore une fois, dans le combat. Il a été... physiquement, il était au point. Il a été, je trouve, aussi assez bon stratégiquement. Il y a eu des petites erreurs, forcément. Sinon, il aurait gagné le combat. Je pense que le plus gros point, à mon avis, qui lui a fait plus ou moins de défaut, c'est qu'il a quand même pris quelques coups. Je pense que c'est un peu sur la défense, en tout cas à mon avis. Mais voilà, il a fait un très, très gros fight. Franchement, moi, il m'a impressionné. Il y a une phase dans le combat qui fait d'esquive, qui combine avec, je pense qu'on l'a tous vu, qui combine esquive rotative avec une amenée au sol, qui est assez ouf. Futur du MMA, ces trucs-là. Et il y a pareil, même sur sa boxe, je l'ai trouvé assez efficace. Donc voilà, moi, je suis content de la performance que j'ai vue hier, moins du résultat, du coup. Ouais. Mais voilà, et puis au final, il prend quand même $50,000 sur deux combats, deux bonus. Donc ça va pas venir... ça reste un rouge, quoi qu'il arrive, mais ça va pas forcément venir entacher trop sa carrière, je pense. En fait, que ce soit sur le premier UFC Paris ou que ce soit sur moi les extraits que j'ai vus de ce combat d'hier, j'ai l'impression que Morgan... Ouais, le combat que t'as pas vu ? Ouais, les extraits du combat que j'ai vu d'hier, j'ai l'impression que Morgan, il est très à l'aise. En fait, il est à l'UFC, mais il est aussi à l'aise qu'il l'était au Cage Warrior. Et ça, pour moi, c'est un très très bon signe d'être... voilà, finalement, l'événement lui fait rien, il est bien, il est à la maison et il combat comme il combattait au Cage Warrior à l'époque. Après, j'ai l'impression qu'un mec comme Morgan, il a besoin aussi d'être galvanisé par la foule. Je sais pas si ça, c'est un facteur qui peut jouer, mais le fait que ce soit à UFC Apex, j'ai l'impression en tout cas qu'il y a certains combattants... Ouais, ça m'étonnerait pas, ouais. Tu vois, après, voilà. Comme, c'est différent, hein, l'Apex, vraiment. Là, tu l'as fait, toi, d'ailleurs. Ouais, j'ai expérimenté. À l'Apex. Tu combats à 13h. Il y a tout qui change. C'est-à-dire que donc, le temps de récup change également. Et tu combats en plein après-midi. Et puis, oui, il n'y a personne dans la salle, quoi. Donc, il ne se passe absolument rien. Donc, c'est quand même un peu particulier. Est-ce que ça peut être quand même, comment dire, mieux dans le sens où tu entends mieux ton coin, peut-être ? Tu entends mieux ton coin. Mais d'un autre côté, la petite adrénaline que tu as quand tu rentres dans la salle, le truc du public, ou parfois tu arrives à te faire une idée d'un combat au public. Oui. Tu vois ? C'est-à-dire que tu ne vas pas forcément voir les actions, mais les bruits du public vont t'aider à savoir un peu le fight. Donc je pense que tous ces petits détails-là, à haut niveau, on le sait, c'est quand même beaucoup de précision et beaucoup de petits détails qui vont changer la performance. Donc peut-être que oui, ça change un petit peu. La cage qui est un peu plus petite aussi. Ouais, aussi. Et ça change beaucoup pour le coup. Franchement, je pense que là, l'UFC, ça avait été dur à l'époque, c'est d'avoir mis ce Stipe Miocic contre Francis dans la petite cage. Franchement, ça c'était criminel. Et même ils avaient fait aussi Miocic contre Cormier, je crois, dans la petite cage. Et je trouvais que ça c'était criminel dire pour des grosses catégories. Mais après, moi je trouve que ça avantage les lutteurs. Hein, ça avantage les lutteurs, effectivement. Les petites cages. Hein. Mais quand même, c'était assez criminel vu l'âge de Miocic et la fraîcheur. Je pense que c'est la trilogie. Prendre Francis après la trilogie Cormier, c'était pas la bonne chose à faire. C'était pas un bon plan. C'était pas la bonne chose à faire, les gars. On va encore quelques sujets, les gars. On n'en a pas pour très très longtemps. En parlant de la catégorie des poids lourds, on voit que ça spécule beaucoup sur Cyril Gane. Quasiment tout le top 15 est matché. Je pense à Pavlovich, je pense à Volkov, même s'il a déjà affronté auparavant. C'est vrai qu'on dit que c'est compliqué pour Cyril Gane. Il y a des rumeurs qui disent que l'UFC veut le mettre de côté. Mais même si Thomas Aspinall il est dans une position différente parce qu'il est détenteur de la ceinture intérimaire, c'est vrai que lui aussi, ça peut être aussi assez frustrant pour lui parce qu'il ne combat pas.
parce qu'il a la ceinture intérimaire, John Jones refuse de le combattre et que l'UFC veut absolument faire Miocic contre John Jones. Selon vous, qu'est-ce qui se pace avec Cyril Gane là actuellement ? En plus, surtout qu'il y a une rumeur, il y a un fait qui a été sorti, et je crois que ça a été confirmé sur Tapology. C'est Culture MMA qui l'a sorti qu'il sera de retour à l'UFC Paris en main event, mais ça fait quand même 1 an d'absence. Quand tu n'es pas blessé, quand tu sors d'une victoire, je trouve que c'est quand même assez dur de la part de l'UFC quand même. Donc vous en pensez quoi de sa situation là actuelle à Cyril ? Vas-y, Nico, comment ? Bon, j'ai l'impression, après je ne suis pas expert du sujet, mais de loin l'impression que j'ai eue, c'est qu'au départ on a voulu tenter d'organiser Cyril Gane contre Aspinall. Et ça allait se faire assez rapidement. Je pense que le refus, qui était un refus stratégique de ne pas le prendre, pas de ne pas le prendre pour ne pas l'affronter, mais d'aller directement vers la ceinture, je pense que finalement ce refus il lui a coûté beaucoup. Ouais. Parce que quand il a loupé la case de ce combat à ce moment-là, ensuite, comme tu dis, la catégorie s'est un petit peu enlisée avec les histoires de John Jones, Stipe Miocic. Finalement, c'est Aspinall qui a pris le titre. Et dans toute cette histoire, il a perdu du temps. Je ne crois pas à l'histoire du boycott de Cyril, parce que Cyril, déjà, c'est le porte-drapeau du MMA français. C'est quelqu'un qu'on a toujours mis en avant. C'est quelqu'un qui a un physique, un niveau athlétique, qui fait des beaux combats en poids lourd, et c'est assez rare. Donc je ne crois pas qu'on le mette de côté. Je pense qu'il y a eu des choix qui ont été faits à un moment qui lui ont fait prendre du retard. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment comment le caser. Peut-être qu'il y a des plans sur l'UFC Paris, peut-être qu'ils veulent le faire briller sur l'UFC Paris, ou en tout cas qu'ils veulent faire un gros match-up et qu'ils le préservent d'ici là. Et Cyril, il est un peu dans le cas de beaucoup de Français aujourd'hui, que ce soit Taylor, que ce soit Benoît, que ce soit Nassour ou Cyril, où on est dans une phase où l'idéal pour nous, c'est de combattre entre juin et juillet, de façon à avoir récupéré suffisamment pour pouvoir combattre à nouveau à l'UFC Paris en septembre, parce que c'est la date, c'est la carte sur laquelle tous les Français veulent être. Parce que quand tu combats à l'UFC Paris, déjà tu combats à la maison, parce que l'influence médiatique d'un combat et d'une victoire à l'UFC Paris, on l'a vu avec BSD, l'explosion de BSD, elle est en partie due au fait qu'ils combattent à l'UFC Paris et ce qui s'est passé. Et donc tous les Français veulent être sur la carte de l'UFC Paris, et donc on est dans cette période où on peut prendre un combat, là, mai, juin, début juillet, passer cette date-là, ça va être compliqué de prendre un combat et d'être en même temps sur l'UFC Paris. Et donc je pense que Cyril est dans ce cas-là. Si tous les poids lourds de la catégorie sont bookés là, il va faire comme les Français qui n'ont pas ce choix-là. Il va attendre l'UFC Paris, et puis je pense qu'on va lui proposer un beau fight là-bas. Moi, je pense que... En fait, je suis assez mitigé. C'est-à-dire que d'un côté, je me dis, est-ce que peut-être, oui, effectivement, il y a une petite envie de l'UFC de ne pas forcément trop pousser de l'autre côté, parce qu'on rappelle, c'est quand même un combattant qui a fait 2 combats. Il me semble qu'il a combattu 3 fois pour la ceinture, quand même. Donc il y a eu une fois la ceinture intérimaire et 2 fois la ceinture officielle. La vraie ceinture. Donc il a quand même 3 title shots à son actif. Donc il y a eu un moment où on l'a vraiment poussé. Ensuite, peut-être que l'UFC est très versatile, encore une fois, et seuls eux savent ce qui se passe dans leur tête. Donc peut-être qu'effectivement il y a une envie de pas forcément trop le pousser là sur ce coup. Maintenant, alors il y a des rumeurs qui parlent quand même d'un Thomas Aspinall Cyril en juillet. Moi j'ai des petits doutes, mais il y a quand même des rumeurs qui circulent sur un Aspinall Cyril. C'est Manchester. Ouais, exactement. Mais moi je pense que ça va plus tourner sur un Curtis Blade en juillet, ou alors Curtis Blade Aspinall. Donc ça c'est quelque chose. Alors on pourrait être surpris et du coup et voir Cyril atterrir en juillet. Mais pour revenir à ce que je disais, c'est que en fait, sa situation, il faut qu'on se rende compte qu'elle est aussi compliquée. C'est-à-dire que c'est plus un petit combattant, entre guillemets, comme moi ou comme Nora, Morgan. Enfin, nous, on vient un petit peu d'arriver, donc le champ des possibles est assez large. Lui, il est dans le top 5 de la division et il est surtout au pied de la ceinture. Donc là, à partir de là, les calculs commencent, mais de tous les côtés, que ce soit du côté de Cyril ou que ce soit de l'UFC, parce qu'on va pas matcher un gars qui est numéro 2 de la division comme on va matcher un gars qui est hors du top 15, par exemple. Donc forcément, y a des calculs qui sont faits différemment et on ne peut pas donner n'importe quel combat à Cyril non plus. C'est-à-dire que s'il voulait de l'activité et qu'il était top 15 ou même hors top 15, ça serait, on a claquement de doigts, on lui trouverait un fighter. Mais là, aujourd'hui, Cyril est en numéro 2. Si vous lui proposez un gars qui est 12e, il voudra sûrement pas. Non, donc du coup, ça complique les choix sur le fait du management. Ça complique aussi parce que la ceinture est verrouillée avec Stipe et John Jones. Ensuite, on a un champion intérimaire, mais qui, a priori, ne veut pas forcément prendre Cyril. Il y a un combat qui serait totalement logique à faire entre Tom Aspinall et Curtis Blade, parce que le premier s'est soldé sur
sur une blessure. Donc, ce qui fait que lui, malheureusement, ça le fait reculer. Effectivement, après, c'est vrai que c'est un peu une situation compliquée parce que, par exemple, même si, comme tu as dit, vous n'êtes pas entre guillemets, au même stade de votre carrière, les combattants que tu as cités, dont toi et Cyril, mais quand même, tous les combattants qui ont combattu à l'UFC Paris, ils ont été déjà bookés. Toi, tu vas être à ton 3e combat là, en juin. Je trouve que c'est compliqué de quand même attendre un an, surtout qu'il y avait des possibilités là, entre-temps, déjà entre le UFC Paris 2 et le 3. Par exemple, tu avais Almeida qui, après sa victoire contre je ne sais plus, il a fait un pressing sur Cyril. Ça s'est pas fait. Donc je trouvais qu'il y avait quand même. C'était des combats assez logiques parce que c'est le top 5. Et le top 5, à un moment donné, vous êtes obligé de tous vous affronter. Après, à voir qui est-ce qu'ils vont lui mettre. Peut-être Pavlovich, ce sera aussi intéressant. Après, on connaît pas les coulisses et on sait que l'UFC, quand tu refuses des combats, ils sont pas contents et ils ont tendance à te bouder un petit peu. Surtout que tu as Curtis Blade au micro qui a dit que Cyril avait refusé par 3 fois. Après, voilà, on ne sait pas si c'est quand. C'est ça, il y a des trucs qu'on ne sait pas. Voilà, c'est différent en gros de lorsque c'est le combattant qui refuse, comme Cyril l'a fait au micro. Et encore, ça, c'est un call-out, c'est pas une proposition concrète. Et voilà, après c'est aussi les managers. Mais c'était organisé pour quoi, quand ils ont fait venir Tom Aspinall à Paris pour. Tom Aspinall, il a dit que l'UFC ont refusé qu'il monte dans la cage. Donc j'ai l'impression que c'est aussi Tom Aspinall qui est venu de lui-même et t'avais Michael Bisping qui l'a aussi poussé. Donc à voir d'ici là, en tout cas, j'espère qu'on aura des nouvelles très prochainement. Les gars, on finit rapidement sur l'UFC 300 qui arrive dans moins d'une semaine. Au début, j'étais assez nostalgique quand je comparais l'UFC 200 et l'UFC 300. Franchement, j'étais nostalgique. Mais plus on approche de l'événement, plus je me dis que ça va. Je me dis ça va, il y a quand même des beaux noms. C'est vrai que c'est pas les mêmes gros noms, les mêmes grosses stars qu'il y avait. Je crois que c'était en 2016 sur l'UFC 200. On devait avoir la trilogie, le Cormier John Jones 2. Finalement, il a été, je crois, suspendu à une semaine de l'événement. Donc, on a eu droit à Anderson Silva. Il y avait le retour de Ken Velasquez. Il y avait Teddy Dillashaw sur la carte. Et là, l'UFC 300, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, d'habitude, quand t'écorches un nom, je suis chez moi et je rigole chez moi. Et là, du coup, je suis. Dillashaw, j'ai écorché là? Bah, Ted Dillashaw. Autant pour moi. Ted Dillashaw, c'est fort. Mais j'ai pas dit. Mais non, j'ai dit Teddy Dillashaw. Non, Ted. Ouais. Il s'appelle même pas Teddy en plus. Ah là là, l'anglais et moi, ça fait 7. Ah, putain. Donc, Boulox, je t'aime. Donc, on y revient. Je disais que j'étais nostalgique, en tout cas, sur l'UFC 300. Même le fait qu'ils annonçaient pas directement le main event. Finalement, on a Alex Pereira contre Jamal Hill, un duel de striker, je trouve que c'est pas mal. On a Gaethje contre Max Holloway. Ça se dit Gaethje, on est d'accord? Il y en a beaucoup. Ça se dit comme tu veux. Comment tu dis, toi? Ça se dit comme tu veux. Moi, je dis Justin Gaethje, mais ça se dit comme tu veux. Ah, pareil. Mais on le dit comme tu veux. Bon, je l'appelais Justin contre Max Holloway pour la ceinture BMF. Charles Oliveira contre Arman Tsarukyan. Non, c'est beau, c'est lourd. C'est du lourd quand même. Ouais, c'est quel combat vous qui vous hype? En fait, je pense que. Alors, j'ai juste envie d'éclaircir un point. Quand tu dis la nostalgie par rapport à l'UFC 200, c'est que tu considères que le 200 était mieux que le 300? En tout cas, on va dire au fil des annonces de la carte, ouais. Je trouve que l'UFC. Après, je sais pas, c'était peut-être une nostalgie, tu sais, le fait que la case elle était jaune, qu'il y avait. Peut-être que d'un point de vue. Alors après, on n'est pas le jour de l'événement. C'est pas ce qui va se passer aussi. Pour le moment, on n'a pas encore vu l'événement se dérouler. Maintenant, je pense que la carte on pourrait le faire, analyser les deux cartes. Mais moi, je vois la carte du 300 au-dessus de la carte du 200. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je pense que le main event, ils ont eu beaucoup de mal à le mettre en place. Qu'ils ne l'annonçaient pas forcément parce qu'ils avaient envie de teaser, mais que juste ils étaient en galère complet. Et que du coup, ils ont fait comme ils pouvaient. Il faut le rappeler aussi que l'UFC 300 tombe en pleine période de Ramadan, donc ça a éliminé aussi pas mal de fighters. Et du coup, je pense qu'ils ont tout essayé. Rappelons-le, ils ont proposé un certain nombre de combats à Leon Edwards, qui les a tous acceptés. Malheureusement, ça n'a pas pu avoir lieu. Donc après, ils ont fait avec ce qu'ils avaient sous la main. Maintenant, le reste. Alors, c'est un bon combat. Quand même. Je le dis, on a l'impression que c'est pas un bon combat, mais ça reste un très bon combat parce que Jamal Hill était l'ancien champion de la catégorie. Pereira est le nouveau champion. Jamal Hill bat Glover Teixeira pour prendre la ceinture. Le même jour où Pereira est dans son coin, on se souvient qu'il y avait eu un échange de regards, etc. Froid, Donc, du coup, c'est intéressant de voir qu'est-ce que ça va donner ce combat-là. Et puis après, les autres fights de la carte, ils sont extraordinaires. C'est quand on sait que Cody Garbrandt
contre Davison Figueiredo, c'est en early prélim, C'est fou, hein. alors que les deux ont été Et champions. carrément, je crois que c'est la Sterling, première, Sterling, il est où? Sterling, il est sur la main card. Mais en tout mais- début. Mais ouais, Figueiredo, en début Garbrandt, c'est le 2015. premier. Ouais. C'est le premier combat On de parle la de carte, deux hein, gars c'est qui fou. ont été Et la Harrison, champions de leur qui est catégorie. qui est en prélim. Quelle Harrison contre Oli Holm. Oli Holm. En prélim. Donc il y a 12 c'est champions ou anciens champions très, sur très cette lourd. carte. Enfin, donc je suis pas sûr qu'on avait 12 champions ou anciens champions sur la carte de l'UFC 200. Je vais la mettre devant mes yeux. Allez, T'avais, vas-y. le retour de Il y avait- Brock Lesnar il y contre avait- Mark Hunt. ouais. C'était plus un combat de superstar. T'avais José Aldo contre Frankie Edgar. T'avais Magnifique. Cormier Silva, Velasquez Travis Brown, Juliana Peña contre Kat Zingano, Kevin Gastelum contre Johnny Hendricks, Dillashaw contre Raphaël Ansusao, Sergio Norcut contre Erin. Bon, c'était des noms inconnus, mais c'est vrai que ouais, là, je me fais une mise à jour. T'as moins de. T'es d'accord que de l'UFC gros 300 est noms, au-dessus. ouais. Voilà. En tout cas, en termes de position. T'as été influencé par tout le scénario qu'il y a eu avec le 300, avec le main event. Avec le main event. C'est le main event qui t'a un peu. Non, je pense pas. Moi, le main event, personnellement, je l'attends. Je l'attends. C'est un duel de striker. Comme tu as dit, il y a une petite historique entre les deux. Donc, franchement, le main event, il me plaît. Je sais pas. Est-ce qu'on aurait pu avoir mieux, peut-être. Mais le main event, il me plaît. Le Coco main event entre Justin et Max Holloway, il me plaît. Puis on a mis un enjeu en plus sur Ouais. ce combat-là. Il y a un combat dont on n'a pas parlé, c'est Weili Zhang contre Yan Xiaonan, Ouais, en duel main event. de Chinois, première fois à l'UFC. Donc ça va être aussi quelque chose d'historique. Donc en fait, il y a des faits historiques. Il y a Jim Miller qui a fait l'UFC 100, l'UFC 200, l'UFC 300, Tour de qui Bonical. sera sur la carte. Ouais. Gros Bonical. prospect. Calvin Qatar Sterling aussi, c'est pas mal. Qatar, Sterling, Donc, c'est énorme. en fait, il y a, si tu regardes en termes de stats qu'ils ont fait sur la carte avec un Charles Oliveira qui a tous les records Ouais. de l'UFC, un Jim Miller qui a le nombre de records de combats à l'UFC et qui est surtout, il y a des stats qui sont incroyables et qui vont dans tous les sens sur cet événement. Donc, je pense que le 200 c'était une bonne réussite, mais bon, il y a eu des petits couacs. Mais le 300 pour le moment, parce que je dis pour le moment, parce que on sera sûr des combats une fois que les combattants seront tous dans la cage. Il n'y a pas trop de Délinquants sur la carte. Ouais, ça va. A priori, normalement, il y a que des mecs carrés. Mais je pense que elle mérite clairement son. Quoique Jamal Hill, on ne sait jamais. Il a eu une petite historique. Hill, ce qui me fait peur, c'est que quand je l'ai croisé au mois de janvier, j'ai pas l'impression qu'il était prêt à rentrer dans une cage. C'est-à-dire Après, physiquement. Ouais, physiquement. Après, bon, écoute, j'ai envie de te dire, quand je le voyais, il m'a fait penser à un oncle que j'ai en Guadeloupe, tu vois, qui ne connaît absolument pas le sport. C'est vrai qu'il est vraiment hors forme, hors combat. Parce que Il je était l'avais hors vu, forme en de 2022, quand j'étais avec Alan là-bas. C'est effrayant. Ouais. Un ventre comme ça et tout. Non, c'est... Alors Et après, après, ça on fait faut bien. pas se fier au physique. Hein. Mais au moins, lui, ça fit bien, il perd le ventre. Mais voilà, c'est vrai que quand je l'ai vu, j'ai pris quelques secondes avant de le reconnaître et je me suis dit, attends, c'est Hill que je vois là-bas. Non, mais c'est vrai Donc que, voilà. Mais bon, on peut avoir encore une fois une bonne surprise. Et beaucoup de gens voient Pereira lui rouler dessus, mais c'est un match-up qui est beaucoup plus compliqué que ce qu'il n'y paraît. Parce que même si Pereira il tape très fort, qu'il a une trajectoire avec son crochet du bras avant, il a une trajectoire un peu particulière qui fait qu'on ne le voit pas forcément et qui couche les gars, qui boxe bien reculant en avançant. Malgré tout, il est assez rapide et puis il tape. Et donc, du coup, attention à ce qu'il n'y ait pas une frappe qui passe dans une des combinaisons de Pereira et qu'il assomme Pereira. Parce que c'est un vrai 93 kilos, quoi qu'on en dise. Il tape fort en plus, je le trouve agressif, il avance bien sur ses adversaires. Le style de Pereira, c'est vrai qu'il fait mal, mais il a une boxe, je trouve, qui doit se construire. En fait, elle est un peu ouverte, sa boxe. En gros, c'est lui qui impose son rythme parfois. Il est là, tu as l'impression qu'il est nonchalant, il envoie des petits calf kicks, ça passe, ça fait mal. Ouais, c'est vrai, mais tu sais... C'est le pilier, pour moi, c'est le pilier de son travail, c'est Ouais. le calf kick, et ensuite il construit. Mais tu regardes tous les débuts de combat, les 2-3 premiers calf kicks qu'il met, tu vois la tête des gars, tu comprends que ça, pour moi, je pense que ça fait partie du travail invisible. Ouais. Mais je pense que c'est Ça- ce qui ça me modifie paraît, beaucoup des combats. D'une nonchalance d'un regard d'extérieur. Mais tu Pas vois la les mecs qui manière dont il tombent boxe, mais il sur fait un calf tomber les kick gars. qui tombe. Un seul parfois. Et je pense pas que Jamal... Je pense que ça va être compliqué en tout cas d'imposer le rythme contre un mec entre Jamal Hill face à toi. Donc ça promet d'être un beau combat. Et s'il y a un combat, on va dire que vous attendiez, à part le main event, c'est lequel?
Non, il y en a beaucoup. Il n'y a pas Ouais. que le main event. Tsariukan contre Oliveira, c'est un match-up de fou. D'ailleurs, vous voyez qui Euh, sur ce combat-là? Moi, je vois Tsarukyan sur ce combat. En fait, c'est un combat où il y a des deux ont leur arme. C'est-à-dire que la lutte en chaîne de Tsarukyan elle est assez ouf. Il a un bon sol également, un striking un peu moins précis que celui d'Oliveira, qui est plus avec un striking vraiment type Muay Thai, shoot et boxe. Maintenant, je pense que malheureusement, Oliveira, c'est quand même un combattant qui est assez inconstant mentalement. C'est-à-dire qu'on a l'impression que parfois il sort, c'est un super-héros, et parfois il va faire un fight où il va un peu passer à côté du fight. Et j'ai peur qu'on n'ait pas forcément un Charles Oliveira des grands soirs contre Tsarukyan. Je pense que Oliveira, il va lui botter le cul. Ah ouais. Et j'adore Tsariukan. J'adore vraiment. Je pense que c'est le mauvais match-up pour Tsariukan. Je pense que debout, il va prendre beaucoup de coups parce qu'il est très ouvert. Il va lutter magnifique. Oliveira, il adore qu'on lutte avec lui. Et ensuite, au sol, ça va être compliqué. Donc je pense, Tsarukyan. bien sûr, je pense que Oliveira, il va lui rouler dessus. Honnêtement, je pense qu'il va le soumettre dans le. Je vois une soumission dans genre le deuxième round. Ah ouais, Je pense qu'il va le sonner debout. Écoute bien. bien, je pense qu'il va le sonner debout. Et je pense qu'ensuite, il va le terminer au sol. Je suis pressé de voir. On a un avis Ouais, parce que complètement opposé. c'est vrai qu'en boxe, il y a des dangers, mais pour moi, au sol, en fait, pour moi, il y a l'anti-jeu des gars qui ont le sol comme Oliveira, c'est d'avoir un grappling position dure comme il a Tsarukyan. Et comme il a aussi Islam Makhachev. Voilà, c'est le Ça se rapproche. le grappling de Tsarukyan. Moi, je pense qu'il n'aura pas peur d'aller au sol s'il le touche. C'est-à-dire que la plupart des gars qui touchaient Oliveira, ils avaient peur de le suivre au sol. Moi, je pense que Tsarukyan va le suivre. Et alors, Nico Eddy, on ne peut pas comparer les deux, mais je sais pas, je vois vraiment Tsarukyan dans son moment, dans son ère, tu vois. Et au moment où il affronte Makhachev, il était jeune, et pourtant ils avaient fait un super fight. Ouais, premier combat pour lui à l'UFC. Hein. Entre-temps, Ouais. il a sorti, il a évolué, il a beaucoup évolué, il est d'un autre niveau, je trouve. Et moi, je vois vraiment que c'est le moment de Tsarukyan là, sur ce fight. Moi, je vois pareil pour toi. Donc, à voir. Les gars, on finit juste sur Justin et Max Holloway. Tu vois, à cause de toi, j'ai peur de dire son nom. Donc, pour la ceinture des BMF, c'est Max Holloway qui va se confronter sur du plus lourd parce qu'il monte de catégorie. Moi, Max Holloway, franchement, c'est l'un de mes meilleurs combattants à l'UFC. Maintenant, ces dernières années, c'est vrai que ça a été compliqué avec la trilogie contre Volkanovski. C'est un peu le gatekeeper de la catégorie des featherweight. De la ceinture. De la ceinture. Oui. Là, il va chercher la ceinture des BMF. Bon, même si pour moi, celle-là, c'est plus une ceinture. Voilà. Je dis pas qu'elle n'a pas réellement d'enjeu, mais bon, voilà. C'est quand même quelque chose de bien. Il va chercher Gaethje qui est quand même compliqué à combattre et qui inflige de gros dégâts. Et je pense que pour moi, la problématique de Max Holloway, surtout chez les lightweights, c'est son manque de punch. Comment dire ça ? Ouais. C'est ça, c'est un volume fighter, donc forcément c'est compliqué en dehors de créer du dégât, surtout dans cette catégorie, et surtout face aux plus gros punchers de la catégorie. Donc j'ai un petit peu peur qu'après ce combat-là, que ce ne soit plus jamais le même. Surtout que moi j'ai un espoir qu'il reprenne le titre. Pourquoi ? Parce que c'est Topuria qui a la ceinture. Et pour moi, ça c'était l'erreur à ne pas faire. Il fallait attendre que le combat contre Volkanovski et Topuria se fasse avant d'aller accepter ce combat-là contre Justin Gaethje. Mais c'était pas loin, c'est pas mal. Je m'y rapproche un petit peu. Écoute, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on assiste à une Ferguson contre Gaethje. Voilà ce qui me fait. Je suis vraiment terrorisé de ça. Parce que les styles s'y prêtent. Tu parles même de l'après-combat et tout ? Ouais, je parle de tout. C'est-à-dire que les styles vraiment s'y prêtent. Et j'ai vraiment peur d'assister à un remake de ce genre-là. C'est-à-dire qu'on a deux volume fighters, très bons boxeurs. Max Holloway, dans la gestion de sa distance, de ses retraits de buste, etc., de ce qu'il propose. Maintenant, voilà, Gaethje, il sait secouer les gars, et j'ai vraiment peur qu'on assiste à une physionomie un peu similaire à celle qu'on avait eue avec Tony Ferguson, et je dirais même pour l'après-combat. C'est-à-dire que ça me fait même peur que le soir du fight, mais même pour l'après. Donc j'espère que je me trompe, et parce que moi, mon fan favorite, c'est Holloway, donc du coup, j'espère que je me trompe et qu'il va s'imposer. Mais voilà, je suis assez inquiet, et si je devais parier ma maison, je pense que je serais plutôt sur un Gaethje.
En plus, il s'est pas trop renouvelé. Il s'est même pas du tout, selon moi, renouvelé ces dernières années, Max Holloway. Ça fonctionne. Bien D'un sûr. côté. Non, mais on voit que Donc, Gaethje, lui, il s'est quand même renouvelé. Quand il a pas eu le choix, lui. En fait, tu prends ça des... marchait. Ça marchait quand même. En fait, il prenait des dégâts extraordinaires à chaque combat. Donc, du coup, il a changé son style, il l'a modifié. Il y a Trevor Whitman qui a été un gros ajout dans sa carrière. Où on s'est rendu compte qu'il allait moins à la guerre, qu'il utilisait plus de déplacements, son jeu défensif s'est vraiment amélioré avec le temps. Et tant mieux pour lui, j'ai envie de dire, parce que si les coups étaient bons pour la santé, ça se ferait, quoi. Donc, je pense que fort de cette expérience-là, il a su ajuster son style, le faire correspondre à quelque chose où finalement, il va pas aux urgences à chaque fin de combat. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et de l'autre côté, on a un Max Holloway qui propose exactement la même chose. Ça marche à chaque fois. Donc, ok, pas sur Volkanovski, mais malgré tout, sur les autres, ça fonctionne. Donc, pourquoi changer quelque chose qui a fait de lui le champion qu'il a été et surtout qui le continue à le faire performer. En fait, pour moi, on a cette problématique d'un volume fighter qui n'a pas forcément des super déplacements, mais qui, une fois qu'il touche une fois ou deux fois avec son bras avant, il va pouvoir déplier, mettre beaucoup de volume. Et de l'autre côté, on va avoir un Justin Gaethje qui aujourd'hui se déplace énormément. Et ce qui a posé souci à Max Holloway contre Volkanovski pendant tous ses combats, c'est finalement les déplacements de Volkanovski. Donc je pense que ce qui va lui poser souci contre Justin Gaethje, c'est aussi les déplacements. Si Gaethje boxait sur place un petit peu comme il faisait avant, à la guerre, sur du volume, ça va, c'est un style pour Max Holloway qui est faisable, qui est prenable. Le style en déplacement de Justin Gaethje, ça va être très compliqué pour lui. Et moi, effectivement, je rejoins vraiment Taylor là-dessus. Je vois vraiment un match à la Ferguson où Gaethje se déplace, il met des coups bien forts. Finalement, Max Holloway, il n'arrive pas beaucoup à toucher. Quand il touche, de toute façon, l'impact n'est pas très important. Et du coup, Gaethje qui s'impose. Moi, je vois un arrêt Dr. Round 5. Voilà ce que je vois, moi. J'espère pas. Franchement, j'espère pas. En tout cas, ça me ferait très très mal au cœur. Parce que comme toi, moi, Max Holloway, c'est vraiment un gars que je kiffe. Et je pense qu'il a en plus encore des choses à faire au sein de l'UFC dans sa catégorie. Donc en espérant que ça ne lui fasse pas une Tony Ferguson. Les gars, on est bon. On a fait le tour. Merci à vous de votre disponibilité, les gars. Merci à toi. Merci, Ibi. En plus, t'es presque arrivé à l'heure et tout. Donc, toujours à l'heure, toujours ponctuel. Merci à toi. C'est la moindre des choses. Merci à vous de votre écoute. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Les gars, on se dit à la prochaine.